Bonsoir à tous, bienvenue dans cette Open Space de Mediapart, la rédaction de Mediapart qui vous accueille ce soir. Il est 20h35 à peu près. On est ensemble pendant plus de 2 heures et ce soir, on va parler d'un thème de la grande affaire du moment à 7 mois de la présidentielle. Les primaires changent-elles, oui ou non, la politique? Est-ce qu'elles la réenchantent? Est-ce qu'elles la transforment? Ou bien est-ce que finalement elles ne sont là que pour repeindre avec des couleurs un peu plus chatoyantes des vieilles maisons d'appareils politiques un petit peu fatigués? Ce sera la question qu'on va se poser tout au long de cette soirée. Alors vous l'avez constaté, pas la peine de faire un dessin, c'est la pleine saison des primaires. Il y a bien sûr les primaires de la droite qui auront lieu les 20 et 27 novembre où des millions de sympathisants et de militants sont appelés à voter pour désigner leurs candidats et peut-être le futur président de la République. Il y a les primaires du PS et de ses alliés qui doivent, a priori, avoir lieu en janvier, même si on ne connaît pas encore évidemment tout à fait le casting, vu qu'on ne sait pas encore si François Hollande sera candidat à sa succession. Et puis, les primaires écologistes, là on est en plein dedans, avec hier cette surprise qui est en fait, on l'a dit aujourd'hui sur Mediapart, plutôt une demi-surprise. On y reviendra, l'élimination de l'ancienne ministre Cécile Duflot dès le premier tour. Et puis, on aura aussi l'occasion de parler dans cette émission, sans doute, de ceux qui, pour des raisons différentes, n'en veulent pas des primaires, de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, en passant aussi par le Front National, où la culture du chef, elle, est solidement ancrée. Alors, 3 débats ce soir. Hélène Salvi est déjà là, et dans quelques instants avec elle, on aura un grand débat d'1 heure avec des représentants de 4 des 7 candidats à la primaire de la droite. 7 candidats, mais y a-t-il vraiment débat? Sur quoi ne sont-ils pas d'accord? On verra ça avec eux. Puis avec Lénaïque Bredou et son invitée, la politologue Vanessa Jérôme, on parlera donc de ce qui s'est passé hier chez les écologistes. Et puis à 21h45, environ, on va essayer de tenir les délais, un dernier débat avec Stéphane Aliès et des chercheurs sur ce qui se passe à l'étranger pour décentrer un peu le regard en Europe et bien sûr aux États-Unis. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une élection présidentielle le 8 novembre où les primaires, qui sont instituées depuis le début du siècle, ont conduit cette fois-ci à ce que s'affrontent les 2 candidats probablement les plus détestés de l'histoire récente. J'ai nommé le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Donc merci d'être avec nous. Toute la soirée, il y aura aussi une offre exceptionnelle à ne pas manquer. Si vous voulez vous abonner à Mediapart, c'est le moment. 11 € pour 3 mois, 2 mois gratuits, super promo. C'est une offre qui est valable jusqu'à minuit, mais jusqu'à minuit seulement. Vous avez donc quelques heures pour en profiter. Voilà, on va commencer tout simplement ce premier débat avec nos invités, notre premier plateau. Hélène Salvi, bonsoir. Bonsoir. Et donc 4 parlementaires, ils sont pour l'instant 3, le 4e va arriver dans quelques minutes. 4 parlementaires, soutien de 4 des 7 candidats à la primaire de la droite, qui aura lieu donc le 20 et le 27 novembre. On commence par vous, Constance Le Grip, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, engagée pour cette primaire aux côtés de Nicolas Sarkozy. C'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de Mediapart. On salue quand même votre présence, parce que c'est pas si souvent qu'on a des sarkozystes ici, donc on est ils n'acceptent pas toujours de venir, donc on est très content de vous avoir ce soir. Bienvenue. Merci. Fabienne Keller. Bonsoir. Vous êtes sénatrice du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg. Et vous, dans cette primaire, vous êtes aux côtés d'Alain Juppé. On a aussi, Alain Chrétien. Alain Chrétien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, donc les Républicains, et maire de Vesoul, en Haute-Saône. Et vous êtes engagé aux côtés de Bruno Le Maire. C'est ça. Et dans un instant, nous rejoindra, pour l'instant c'est une chaise vide, Philippe Houillon, qui est député LR et maire de Pontoise, dans le Val d'Oise, et qui représente, lui, François Fillon. Vous êtes 4, on ne pouvait pas ce soir inviter, faute de place, c'est assez réduit. On a qu'une heure pour ce débat, les représentants des 7 candidats, mais bien sûr, dans Mediapart, je dis ça pour les fans de NKM, de Jean-François Copé ou de Jean-Frédéric Poisson, eh bien, nos journalistes, les journalistes de la rédaction, bien sûr, parlent des autres candidats de la primaire de la droite. Ils le font depuis plusieurs semaines et elles vont évidemment continuer à le faire. Et c'est d'ailleurs Hélène qui est là, qui est donc journaliste qui suit la droite à Mediapart, qui va vous poser la première question à tous les 4.
Donc, alors la première question, en attendant Philippe Houillon, on voulait revenir un petit peu sur vos programmes économiques. Donc, avant de rentrer dans les nuances programmatiques sans être technique, on va essayer ce soir d'éviter ce qui s'est passé la semaine dernière sur TF1. Une première question d'ordre général à tous. Quand on prend les programmes des 7 candidats, on se rend compte qu'ils sont, les programmes économiques, on se rend compte qu'ils sont truffés de propositions plutôt orthodoxes, pour ne pas dire assez néolibérales dans l'angle. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas dans le détail, parce que peut-être tout le monde n'a pas encore lu les programmes de la droite et du centre dans le détail. Je cite quelques petits points: réforme structurelle, la fin des contraintes sur l'emploi, l'allongement du temps de travail, l'allongement de l'âge de départ à la retraite, l'encadrement du droit de grève, la réduction de l'investissement public. Voilà. Donc il y a tout un faisceau de propositions de cet ordre-là. Or, à la lecture de ces propositions, on a parfois l'impression que la crise de 2008, la crise financière, n'a pas franchement existé, que toutes les leçons qu'ont tirées les grandes institutions mondiales et certaines droites européennes sur les limites finalement de ces politiques néolibérales, on a un peu l'impression que les candidats de la droite et du centre sont un peu passés à côté. Alors, la première question est: est-ce que la droite française, économiquement, est bloquée dans les années 90 ? Mesdames. Madame Keller, peut-être. La France n'applique pas ce qu'ont appliqué la plupart des grands pays développés, notamment des pays européens. C'est-à-dire une fiscalité plus raisonnable sur les salaires et donc sur l'emploi, un encouragement à l'investissement des entreprises. Voilà 5 années que le gouvernement de François Hollande a passé des messages très négatifs aux créateurs d'emplois. La priorité d'Alain Juppé, c'est vraiment le plein emploi dans 5 ans. C'est un objectif très ambitieux. Et il propose de baisser les charges. Vous savez qu'on a les charges parmi les plus élevées en Europe. De baisser aussi l'impôt sur les sociétés. Là, pareil, on est très au-dessus de la moyenne européenne. Et de la rendre encore plus basse, le rendre plus bas, cet impôt sur les sociétés, pour les petites entreprises. Parce qu'au fond, c'est surtout elles qui créent des emplois et qui, de manière très diffuse, peuvent recréer de l'espoir. C'est un ensemble de mesures qui peuvent paraître assez techniques, mais qui visent à rejoindre tout simplement une dynamique que moi je connais bien à Strasbourg. C'est la situation allemande, une économie créatrice d'emplois qui accueille ces jeunes et qui donc redonne un statut, un espoir à tous les jeunes, diplômés mais aussi moins diplômés. Ils peuvent construire leur place parce que l'économie est à nouveau dans une situation de confiance et les chefs d'entreprise recréent, acceptent à nouveau d'embaucher. Alors Fabienne parle depuis 5 ans, mais ça fait plutôt 15 ans qu'on n'a pas encore fait notre évolution économique. Parce que moi, je pense que la droite n'a pas encore assumé ses idées libérales. Le libéralisme, c'est quoi? Le libéralisme, c'est donner la liberté aux acteurs économiques de pouvoir travailler librement, sans entrave administrative. Et on a l'impression que depuis 15 ans, même depuis 20 ans, gauche et droite confondues, on a empilé sur les entreprises des contraintes qui ne sont pas forcément contre les salariés, mais qui empêchent l'entreprise de se libérer et de pouvoir produire plus. Parce qu'on reste dans une économie capitaliste, sauf à ce que vous me contredisiez. Et donc avec la concurrence comme objet principal. Et donc 95% de nos entreprises sont des entreprises privées qui sont soumises à la concurrence mondiale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on nationalise tout et on se referme sur notre bulle, soit on s'ouvre sur le monde. Mais si on s'ouvre sur le monde, il faut avoir des règles plus flexibles pour l'entreprise, avoir un État qui se recentre sur ses missions. Et le libéralisme, ce n'est pas plus d'État, c'est moins d'État ou un État plus présent sur des missions qui lui sont les plus importantes. La régulation économique. La régulation économique est un rôle essentiel de l'État, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le néolibéralisme, oui, lui, c'est plus de régulation du tout. Mais à droite, et je pense que là, c'est un consensus, nous voulons un État régulateur, un État qui encadre la concurrence pour qu'elle soit loyale. C'est ça la différence entre le néolibéralisme, où la concurrence à tout va, et un libéralisme qui soit encadré avec un État régulateur. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir quel est l'objectif à servir et quel est le but que l'on veut atteindre
en choisissant une stratégie économique. Ce que Nicolas Sarkozy propose, le choix de sa stratégie économique pour la France, qu'il propose aux Français, c'est de retrouver le chemin de la croissance. Alors les appellations d'orthodoxie, de libéralisme, de plus ou moins de libéralisme, de néo, de proto-libéralisme, etc., je pense, n'intéressent pas beaucoup nos compatriotes. Ce qui est important, c'est de savoir que l'on veut faire redémarrer la machine économique, retrouver le chemin de la croissance et du plan d'emploi. C'est possible partout ailleurs en Europe depuis 5 ans. Partout ailleurs en Europe, la croissance, le redémarrage de l'économie, le retour de centaines de milliers de gens qui étaient éloignés de l'emploi s'est effectué. En France, depuis 5 ans, nous avons en matière d'emploi, en matière de croissance, en matière de dette et de déficit, de bien piètres résultats, de bien mauvais résultats si on les compare à tous les pays européens qui l'entourent. Donc il n'y a pas de fatalité ici, dans notre pays, pour les Françaises et les Français, à être dans la croissance molle, à être dans ce chômage de masse endémique. Il faut retrouver le chemin de la croissance et pour cela faire souffler un vent de liberté sur l'économie française. Et donc toute une série de mesures techniques, fiscales, en matière effectivement de baisse de la dépense publique, en matière de baisse des impôts et sur les ménages et sur les entreprises, en matière de réforme du marché du travail, en matière de réforme assurance maladie, assurance chômage, régime de retraite, s'inscrivent dans cette stratégie de liberté, liberté et oxygène. Il y a un chiffre qu'on dit souvent, c'est moins 100 milliards. Vous vous rendez compte, la droite veut faire 100 milliards d'économies. Mais attends, mais je relativise. Sur 1000 milliards, puisque 1000 milliards sont consacrés à la dépense publique, donc réduire de 100 milliards, ça n'est que 10%. Et sur 5 ans, c'est 2% par an. Ça n'est pas la saignée. Ça n'est pas la saignée que certains veulent faire croire aux Français. Alors justement, on va regarder une vidéo. C'était le débat le 13 octobre où il y avait tous les candidats à la primaire de la droite. Et à un moment, on aborde la question de l'économie. Et vous le dites en effet, le chiffre magique des 100 milliards d'euros de réduction de déficit public a été cité par un grand nombre de candidats. On regarde cette vidéo, on en parle juste après. Je préconise 100 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il faut chiffrer, je l'ai fait, afin que tout le monde sache de quoi il s'agit, pour en réalité créer une dynamique nouvelle et dans le même temps, les fameux 50 milliards de baisse d'impôts. C'est avec ça qu'on va créer de la croissance. Ah oui. Les hommes politiques devraient être responsables et dire la vérité aux Français, parce que Nicolas Sarkozy a parlé de crise des subprimes. En fait, c'est une crise de la dette souveraine qui est devant nous, notamment en raison du poids de la dette française, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était insoutenable. Donc oui, il faut économiser 100 milliards. Et pourquoi est-ce qu'on est presque tous sur le chiffre de 100 milliards ? C'est parce que c'est celui qui permet, à la fin du quinquennat, d'arriver à l'équilibre des comptes publics et à commencer seulement à réduire la dette par rapport à la richesse nationale. Un des moyens. Alors, pendant que M. Houillon est en train d'arriver, bonsoir. Bonsoir. Philippe Houillon, député, maire de Pontoise, dans le Val d'Oise. Asphyxié par Madame Hidalgo. Ouh là là, d'accord. Ah bien écoutez, il nous arrive des choses terribles. Voulez-vous que je vous dise ? Bon, vous La représentez... prochaine fois, vous prendrez le métro. C'est ce que je fais. Pour venir, il n'y a pas le métro à Pontoise d'où je viens. Ah. Donc, nous étions en train de parler d'économie, Monsieur Houillon, et nous avons regardé un petit magnéto qui expliquait que chacun des candidats, en fait, avait de grandes ambitions de réduction d'économie, merci, de réduction des dépenses publiques. C'est quand même la croissance, c'est le plein emploi. Hein. L'objectif, Bien sûr. c'est pas de baisser les dépenses pour plaisir de baisser les dépenses. En tout cas, ce qui est répété, ce qui a été répété et ce qui est répété depuis des semaines par chacun des candidats, c'est ce chiffre un peu des 100 milliards. Alors, on trouve ça un peu énorme, c'est vrai, on se dit c'est gros, surtout personne n'a franchement jamais réussi, ni à droite ni à gauche dans ce pays, à faire ce type d'économie. Comment vous faites concrètement pour faire ces économies-là et pour éviter que tout le monde soit dans la rue? Mais c'est pas si énorme Dès que que vous ça. arrivez. C'est 100 milliards sur 1000 milliards. Et c'est Parce 5 ans. qu'on ne parle pas que du budget de l'État, on parle de la Sécu. Le budget de l'État, c'est 350 milliards d'euros. C'est un gros chiffre. La Sécu, c'est 600 milliards d'euros. Donc quand on parle de cette réduction des 100 milliards, ça inclut la réforme des retraites, la réforme des régimes spéciaux de retraite notamment. Donc c'est une réforme globale. Et donc, je le répète, 100 milliards sur 1000 milliards. C'est 10% de la dépense publique, seulement 10% de la dépense publique. Et si vous la divisez par 5, le nombre d'années du quinquennat, c'est 2% de moins par an. Ça n'est pas la saignée que certains veulent faire croire. Et c'est l'État... Alors- Pardon. Fabienne, vas-y. Fabienne Keller. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies, c'est vrai. C'est qu'en fait, l'État, la France, vit au-dessus de ses moyens. Un budget d'État d'environ 400 milliards et un déficit qui est à 70, à presque 20%.
Aucun ménage ne pourrait survivre longtemps, tenir longtemps, avec un tel déficit. Donc la proposition portée par Alain Juppé, mais je crois très largement partagée, c'est de recentrer le budget sur les fonctions régaliennes. On voit la priorité indispensable pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice, pour que l'état de droit puisse être porté par des agents, et il faut plus de moyens. L'indispensable investissement dans l'éducation, dès la petite enfance. Donc ce sont les enseignants, les professeurs, tous les éducateurs. Voilà des priorités, mais faire des efforts par contre plus marqués dans d'autres domaines, ne pas hésiter à décentraliser plus franchement des compétences qui sont déjà bien assumées par les collectivités, et ainsi réduire la voilure de l'État, mais qu'il assure pleinement ses missions régaliennes, où chacun attend d'être protégé, d'être sécurisé, que les missions qui sont bien au niveau de l'État soient assurées à ce niveau-là, et que d'autres choix soient faits. Ils seront peut-être douloureux pour certains, mais un bon équilibre financier passe par là. Quant à, par exemple, le décalage de l'âge de la retraite, c'est simplement la prise en compte du fait qu'on a beaucoup de chance, on vit plus longtemps, donc il n'est pas illogique de décaler d'autant l'âge de départ à la retraite. C'est là que Nicolas Sarkozy propose que 64. Je ne sais pas comment il fait pour financer ces économies si on ne va pas jusqu'à 65. Je crois qu'on est tous d'accord sur 65 ans, sauf Nicolas Sarkozy. Là, je ne sais pas comment il fait. Lui, il a un calendrier assez resserré, effectivement. Entre autres efforts de réduction de la dépense publique, parce que nous avons le poids de la dépense publique le plus élevé de toute l'Europe de l'Ouest, il faut quand même le dire. Alors, effectivement, il faut faire des efforts pour l'État, il faut faire des efforts dans les collectivités territoriales, et il faut faire des efforts, effectivement, en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance chômage, sur toute une série de politiques, et également en matière de réforme du régime des retraites, effectivement. Et Nicolas Sarkozy propose, effectivement, 63 d'ici... reporter l'âge légal du départ à la retraite à 63 d'ici 2020 et à 64 2025. Philippe dans un Pouillon, laps de temps assez court, Philippe Pouillon, ce qui va engendrer de fortes économies. Moins que 65 ans. Mais il faut faire les choses de manière raisonnable et réaliste. Pardon. Je veux réagir à votre question. Là, quand je suis arrivé, vous disiez, mais enfin, vous allez avoir tout le monde dans la rue. Est-ce que la bonne question n'est pas, est-ce qu'on a le choix de faire autrement ? Ça n'empêche peut-être pas que les gens descendent dans la rue. Je veux dire par là qu'on est dans une situation catastrophique. Non seulement en interne, ça a été dit, j'imagine, la dette, le chômage, enfin, tout ce qu'on sait tous, qui est catastrophique. Et puis, il y a l'environnement international. Alors, regardez ce qui se passe du côté de la Deutsche Bank aujourd'hui. Regardez que le PIB mondial est de 70 000 milliards de dollars pendant que l'économie virtuelle est de 700 000 milliards de dollars. Bref, il y a un environnement qui est explosif. Donc si on ne fait rien, quels que soient les efforts à faire, si on ne fait rien, ça va être la catastrophe. Je suis même surpris, pour tout vous dire, ça n'engage que moi, je suis même surpris que cette catastrophe ne soit pas déjà arrivée. Et par ailleurs, sur le plan, comment dirais-je, moral, est-ce qu'il est légitime de vivre à crédit sur le compte de la génération et des générations qui suivent sans rien faire? Donc, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'hésitation. C'est malheureusement, compte tenu de votre question, c'est malheureusement la seule solution. Et c'est la raison pour laquelle, je représente ici François Fillon, mais c'est la raison pour laquelle il y a deux choix pour y arriver. La première option, c'est de dire, on va faire ça tranquille. Il faut le faire, tout le monde est d'accord là-dessus. Même à gauche, ça commence. Il faut le faire, mais on va le faire tranquillement pour éviter justement que tout le monde soit dans la rue. Ou bien, il faut le faire de manière radicale. La question, et je termine, pardon, la question, c'est l'appréciation du degré d'urgence. Est-ce qu'on est, oui ou non, dans l'extrême urgence à prendre ces mesures? Si oui, il faut les faire. Alors visiblement, François Fillon est vraiment dans l'extrême urgence, parce que si on prend juste le nombre de chiffres de fonctionnaires, pour aller un peu dans le concret des choses, parce que ce dont on parle, c'est la vie des gens, c'est la réalité économique, mais c'est aussi la vie des gens. Les fonctionnaires, vous êtes quand même tous dans une... On a l'impression que c'est une sorte de monde virtuel là, que vous nous racontez quand même tous. Non, François Fillon veut supprimer 600 000 postes de fonctionnaires, sachant que le gouvernement... 500 000, 600 000, de toute façon, visiblement, on a l'impression qu'on n'est plus à 100 000 près. Il veut supprimer 600 000 postes, 500 000 postes de fonctionnaires
Le gouvernement Fillon, dont il était Premier ministre, en a supprimé 150 000 entre 2007 et 2012, pour donner une idée. Alain Juppé veut supprimer entre 250 000 et 300 000 postes de fonctionnaires. Bruno Le Maire, c'est 100 000 postes de fonctionnaires par an. Nicolas Sarkozy, 300 000 postes de fonctionnaires. Relativisons. Certains candidats, laissez-moi terminer, certains candidats proposent de supprimer carrément le statut de fonctionnaire. Comment vous faites passer ce genre de réforme? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous supprimez comme... Laissez-moi juste terminer. Qu'est-ce que vous supprimez comme poste de fonctionnaire? Supprimez-vous quoi? Des infirmières, des gens dans les administrations? Quel genre de personnes dans les administrations? Il faut quand même nous dire un petit peu les réponses à ces questions. Déjà, combien y a-t-il de fonctionnaires en France? Il y en a 5 millions. 5 millions, entre 300 000 et 600 000, ça fait à peu près 10%. C'est comme les dépenses publiques. Ils ont un travail. Non mais attendez, c'est comme les dépenses publiques. C'est pas la saignée, c'est 10% sur 5 ans. C'est pas 90%. 10% de la rédaction de Mediapart, ça fait beaucoup d'enquêtes en moins. On ne fait pas disparaître la fonction publique. Voilà. On la baisse de 10% sur 5 ans. Là aussi, ça fait 2% par an. Ensuite, il y a une vraie question à se poser entre deux France qui ne se parlent plus. La France du public et la France du privé, qui sont les deux soumises à des règles totalement différentes. La question, c'est ces règles sont-elles légitimes? Est-ce qu'un contremaître dans une boîte privée est-il légitime à demander les mêmes droits qu'un fonctionnaire qui bosse à l'inspection des impôts? C'est cette question de la légitimité entre deux France, celle du privé et celle du public, qui ne se parlent plus, en termes de retraite, en termes d'allocation chômage, etc. Ce qu'on veut, nous, chez Bruno Le Maire, c'est que ces deux France se reparlent à nouveau, et qu'elles aient une question de justice, d'égalité des droits. On parle beaucoup d'égalité des droits, mais entre le privé et le public, aujourd'hui, il y a un fossé. Et donc, on veut simplement réduire ce fossé. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans l'état civil, dans une commune, on est maire, Philippe, toi et moi, est-ce qu'il a la légitimité d'avoir l'emploi à vie? Je ne suis pas sûr. Il peut avoir un contrat de droit privé comme n'importe quel autre employé de banque, par exemple. Donc, c'est la question de la légitimité, de la différence des droits entre le public et le privé qui se pose aujourd'hui et qu'il faut qu'on pose. Constance Le Grip. Nicolas Sarkozy propose effectivement, sur la durée du quinquennat, la réduction de 300 000 emplois publics, en restaurant tout d'abord la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Pour l'État, comme pour les collectivités territoriales. Cela avait déjà représenté une piste d'action. Pour tout le monde. Une grande différence entre nous. C'est uniforme pour tout le monde alors qu'il y a des besoins dans la police et la justice. Mais, non, laissez terminer Constance. Non, justement, mais en ciblant très précisément les catégories de fonctionnaires qui n'auront pas à être affectés par cette réduction de l'emploi, et notamment les fonctions régaliennes et les corps de la police et de la gendarmerie. Ça, c'est très clairement identifié par Nicolas Sarkozy comme étant deux catégories fonctionnaires de police d'un côté, militaires de gendarmerie de l'autre, qui seront préservés de la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et puis, alors, l'éducation nationale, là, si on a l'occasion de parler d'éducation plus tard, on le fera. Mais là, Nicolas Sarkozy a des propositions visant à demander aux fonctionnaires de l'éducation nationale et essentiellement aux enseignants de travailler plus pour assurer un certain nombre de choses auprès des élèves, des écoliers, des collégiens, des lycéens. Parce qu'il considère, dit qu'il ne fallait pas qu'ils travaillent 6 mois de l'année. C'est ce qu'il a déclaré. Il s'agit de regarder quel est effectivement l'état du besoin des familles françaises. Et comme on veut par ailleurs mettre fin à la réforme des rythmes scolaires, il s'agit de voir comment aider les élèves, particulièrement les élèves en difficulté, à pouvoir faire face aux défis qui leur sont posés dans l'éducation nationale. Mais très franchement, la réduction de l'emploi public, c'est en quelque sorte muscler notre État et lui permettre d'être aussi, je dirais, performant, compétitif que les autres grands États des grandes démocraties modernes qui nous entourent. Oui, enfin, il y a aussi d'autres sujets. Il y a l'augmentation de la TVA à peu près chez tout le monde, la diminution Non, non plus. Nicolas Sarkozy non plus. Il y a donc des différences. Non, il y a des différences fiscales. Des différences fiscales. On ne peut pas continuer la politique qui a été menée depuis 5 ans par les socialistes. Il faut arrêter les augmentations d'impôts, en particulier la TVA. Nicolas Sarkozy a voulu le faire. Oui, mais Nicolas Sarkozy l'a quand même fait en fin de quinquennat dernier. C'est une bêtise d'augmenter la TVA alors que vous voulez défendre le pouvoir d'achat. Il ne restera pas, on ne va pas rentrer dans toutes les mesures. Sociale. Voilà, Philippe Houillon, sur cette question de comment on fait pour... Mais pas juste sur la question des fonctionnaires. Comment est-ce que la droite dit les services publics ne s'améliorent pas sous François Hollande? Est-ce que réduire à ce point les dépenses publiques, ça va permettre d'améliorer dans tous les endroits de France la qualité des services publics? C'est une question quand même que se posent tous les Français. Il faut réduire la dépense publique. Ben oui, d'accord, il faut. Il faut réduire le déficit. Il faut réduire la dette. C'est pas comme ça,
des choses qu'on décrète parce qu'on est sur un plateau et pour dire quelque chose, c'est vital. Alors, s'agissant des fonctionnaires, effectivement, nous proposons, par non-remplacement, etc., 500 000 postes en moins. Mais en même temps, alors ça va être aussi un sujet polémique, mais en même temps, nous proposons d'augmenter l'horaire hebdomadaire de travail des fonctionnaires pour le passer à 39 heures. C'est clair. Mais payer combien? On ne trouve pas... Comment payer combien? Payer 39. Mais venons-en à payer combien. On l'a dit à l'instant, nous sommes maires. Moi, je suis meurtri de voir un certain nombre de salaires extrêmement bas de la fonction territoriale, en ce qui me concerne, sans que la grille ne permette d'aller au-delà. Même pour des gens qui s'engagent, même pour des gens qui travaillent. 39 heures payées 39 ou payées 37? C'est 39 Alain heures Chrétien, payées laissez-le 39. terminer. C'est un débat, comme c'est un Ouais, C'est un débat entre nous, c'est un débat entre nos candidats. Donc ça veut dire que mécaniquement, on ne va plus, enfin l'expression est mal choisie, j'allais dire on ne va plus avoir besoin, mais le travail qui est actuellement accompli va toujours être accompli parce que, par ailleurs, il y a une augmentation du temps de travail pour l'aligner, parce qu'il y a d'autres mesures pour le privé, donc tout ça est parfaitement cohérent. Tout le monde est d'accord pour dire d'ailleurs que le programme de François Fillon est le plus précis, et c'est vrai. Donc 39 heures pour les fonctionnaires, réduire aussi la fonction publique, mais ça a déjà été dit, c'est pas un point de divergence, aux missions régaliennes. Il n'est pas forcément indispensable que, je sais pas quel exemple prendre pour ne stigmatiser personne, mais enfin, des impôts. les espaces verts, les choses comme ça, c'est pas absolument indispensable que ce soit des fonctionnaires. Est-ce que ce sont des missions régaliennes? Non. Donc voilà, donc il y a un sujet là-dessus, oui. Fabienne Keller. Je vais être en assez grande cohérence avec Alain, Philippe, Constance qui se sont exprimés. En fait, il faut regarder la chose globalement. On a une dépense publique qui est l'une des plus élevées d'Europe pour des services qui sont pas très bons et un marché de l'emploi qui souffre parce qu'il subit des prélèvements très élevés, donc qui empêchent de créer de l'emploi. On a aussi une sécurité sociale qui est citée en modèle, malgré tous les problèmes. Alors, question de la toucher. Attendez, Il n'est pas question de donc, la toucher. On ne touche pas. reconstruisons les équilibres globaux pour garder notre modèle social auquel nous sommes. Pour ses composantes essentielles, l'accès à la santé pour tous, l'accès à l'éducation, c'est quand même... c'est remarquable quand on regarde on prend un peu de recul quand on regarde le monde. Il faut réduire un peu la sphère du public qui est trop coûteuse, arriver à libérer les forces qui sont créatrices d'emplois, ce qui à leur tour permettra de payer des charges sociales, de l'impôt sur les sociétés qui vont alimenter le budget de la sécurité sociale, le budget général de l'État et nous permettre d'entrer dans une gestion plus saine. Pour cela, avec Alain Juppé, on a fait un travail très fin d'évaluation de ce qui est réaliste quand on veut préserver, je crois qu'on le souhaite tous, l'éducation, la police et la justice qui apparaissent comme une priorité, l'armée aussi, compte tenu des situations de tension dans le monde, après une décennie de fort désinvestissement. Donc, il faut réfléchir aux missions régaliennes, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant, envisager d'adapter certaines fonctions, ainsi un temps de travail plus proche des 39 heures et un meilleur salaire pour les fonctionnaires permet de mieux les motiver. La numérisation de toute une série de prestations peut permettre une meilleure rationalité. Et un marché dynamique de l'emploi peut permettre d'assurer à chacun... Pardon, je termine. Permet d'assurer à chacun une perspective professionnelle. Donc ne figeons pas le secteur public comme étant un secteur... Il faut qu'il évolue. Il faut regarder les services. Évidemment, à l'hôpital, bien au contraire. Il faut proposer aux salariés, c'est ce que nous allons proposer, de négocier dans chaque établissement une évolution du temps de travail pour que l'ensemble des personnels qui se donnent beaucoup de mal, on est dans une mission où l'humain compte énormément, puissent travailler un peu plus et travailler plus sereinement qu'aujourd'hui en étant mieux rémunérés. Hélène. Alors, en revanche, quand on regarde vos programmes économiques, il y a quelque chose qui n'apparaît jamais, rarement, dirons-nous, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. On sait aujourd'hui qu'il y a une différence salariale de 24% entre les hommes et les femmes. Ce soir, nous, pour organiser ce plateau, vous le savez, on avait souhaité respecter la parité. C'est faire en soi beaucoup d'honneur à votre parti qui ne la respecte absolument pas et qui paye 3,5 millions de pénalités par an pour non-respect de la parité aux législatives de 2012.
Alors, la question est Que nous assez... déplorons tous. Et ça va être réglé en 2017. Ah bon, ça va. pas franchement, mais Bon, si, on a quasiment autant de candidats que de candidats. On a fait des Dans progrès des- substantiels dans les investitures. dans des Encore circonscriptions actuelles. Toujours dans C'est les dommage. bonnes assez circos, hein. impossibles à gagner. On Mais a, bon, on a fait des D'accord. progrès substantiels. En On tout partait cas, de très bas. on part de Voilà, loin. on partait de très bas. Oui, En mettre les revanche- femmes dans les circonscriptions non gagnables, c'est une habitude Voilà. assez courante Non, dans non, les non, partis y a pas que- politiques. revanche, y a pas il y a que ça, Chez les y a socialistes pas que aussi, ça. je pense. Oui, enfin, c'est pas pour ça que la c'est moitié des circonscriptions qui vont être perdues. Je suis d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on laisse Le terminer. vrai problème, c'est l'inégalité salariale. Hélène. Là, j'abonde Voilà. tout à fait dans votre sens. Oui, sauf que Beaucoup ça- plus ça que figure l'affaire de pas la franchement dans les représentation discours. politique. En revanche, C'est quand même ça qui compte pour les l'égalité Françaises. homme-femme est très présente depuis quelques semaines dans les campagnes de chacun, mais alors sous un seul prisme, c'est celui de la laïcité et du port du voile. Donc moi, j'avais une question assez simple. Sauf, alors je le reconnais, Alain Juppé parle des violences conjugales à chaque fin de discours. C'est le seul, sinon on n'entend parler que du voile. Donc la question est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme est un prétexte pour la droite pour parler d'islam ? Vraiment, je ne crois pas. Moi, je suis membre, par exemple, au Parlement européen, de la Commission des droits de la femme, où on est très mobilisés, et l'ensemble de ma famille politique. Je rappelle qu'un certain nombre de grandes avancées ont été faites ces dernières années, aussi bien en matière de représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse, que dans le renforcement, bien sûr, qui ne coûte pas le gouvernement, mais qui a un effet d'entraînement et qui a une valeur d'exemplarité très importante, qui finit par progressivement descendre, je dirais, la pyramide des responsabilités dans l'encadrement. En matière de renforcement des dispositifs de lutte contre les violences conjugales, là aussi, c'est sous le quinquennat précédent, avec des initiatives parlementaires, portées par des parlementaires de la majorité de l'époque, que des avancées significatives ont été faites. Et en matière de réduction de l'inégalité salariale, effectivement, on doit s'attaquer à toutes les causes, hein, parce que le dispositif législatif, il est là, et puis il y a des directives européennes depuis très très longtemps qui font qu'il est absolument illégal de ne pas rémunérer de manière similaire avec le principe de travail égal, salaire égal, les hommes et les femmes. Maintenant, il y a des causes multifactorielles qui expliquent les inégalités de parcours professionnel, les interruptions de carrière, le plafond de verre, etc. C'est sûr que c'est un vrai effort collectif qu'il faut mener, mais je crois que l'ensemble de notre famille politique, qui d'ailleurs s'est mis d'accord sur un projet des Républicains, sur un socle de propositions Mais nous n'en entendrons jamais parler. écoutez, venez plus souvent Ah bah, alors là, ce discours, ça fait partie des sujets qui sont évoqués. Une femme qui veut attaquer son employeur pour discrimination sexiste peut gagner au prud'homme et récupérer un avantage salarial. Je crois qu'aujourd'hui, le droit existe. Il faut simplement que les salariés utilisent ces droits devant les prud'hommes pour pouvoir avoir ce rééquilibrage salarial. Je crois que la question d'Hélène était aussi une façon de vous interpeller sur ce qui se passe en ce moment. On en revient au débat sur la question des primaires, ce que produisent les primaires. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand on regarde les propositions, c'est vrai que les uns et les autres, avec des nuances, certes, des différences et peut-être des tonalités différentes, mais on sous-entend en ce moment dans le débat sur la primaire que le gouvernement socialiste veut imposer une langue étrangère par rapport à une autre, veut substituer éventuellement l'arabe au français, qu'on veut toucher la Constitution pour légiférer sur le burkini. Dans le débat notamment du 13 octobre, cette question de l'islam, de la laïcité, était extrêmement importante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur ce sujet aussi, la primaire vous a tous un peu radicalisé, qu'il faut finalement aller très à droite pour plaire à l'électorat? C'est pas le terme approprié, mais il y a une vraie c'est exprès que je l'emploie. préoccupation, bien sûr, de manière un peu provocante. Et donc, il y a une vraie préoccupation et une vraie inquiétude de beaucoup de nos compatriotes. Je pense que la primaire est un moment également où les propositions les plus claires, les plus nettes, doivent être présentées par les uns et par les autres pour que la primaire, notre primaire à nous, qui est la primaire des idées, puisse permettre à toutes celles et tous ceux qui viendront voter de trancher, de définir un certain nombre de priorités, de définir un certain nombre de lignes. Et il faut bien évidemment être à l'écoute des sujets de préoccupation, des sujets de crainte. Ces sujets sont présents dans le débat. Ces sujets sont trop sensibles pour qu'on stigmatise les uns ou les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de parce que Nicolas Sarkozy, pendant longtemps, montrait du doigt les fonctionnaires, ceux qui sont gentils, ceux qui ne sont pas gentils, etc. Je crois que dans ce débat, il ne faut pas qu'on stigmatise. C'est très caricatural. Un petit peu. Je rappelle qu'en l'occurrence, c'est Bruno Le Maire qui explique que l'arabe va être enseigné au CP. Bruno Le Maire refuse l'islam politique. On refuse tous mélanger la politique et l'islam, c'est une erreur. Tout comme il y a 100 ans, on a refusé de mélanger la religion catholique et la politique. Mais pourquoi dire que l'arabe va être enseigné au CP alors que c'est faux? Parce que le ministre de l'Éducation nationale, Mme Belkacem, a quand même affirmé qu'elle voulait, Vallaud Belkacem, voulait intégrer l'arabe dans la liste des langues à apprendre
en maternelle et à l'école primaire. Elle a Donc, quand même dit il ça. me semble que la priorité des moi, je pense pas que ce priorités, soit la priorité. c'est que chacun de nos petits écoliers, de nos petites écolières puisse terminer le parcours de l'école en maîtrisant parfaitement bien le français. Ça nous semble être la Elle l'a priorité dit des chez vos collègues priorités. de Bourdin. Voilà, ça c'est un point commun entre nous, la maîtrise de la langue française et le sésame pour toutes les formations et pour la poursuite du parcours d'éducation pour tous les garçons et toutes les filles de France. Monsieur Houillon. Oui, moi je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous avez fait peut-être un peu un amalgame. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dites-moi. Quand on parle de l'égalité dans les débats que vous citiez, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du reste, mais quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est des principes fondamentaux, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme en tant qu'être humain. Ce qui n'est pas le cas dans certaines religions, dans l'islam, etc. Bon, c'est ça. Parce que c'est un principe fondamental de la République. Après, vous parlez de l'égalité homme-femme dans les salaires. Alors, vous avez raison. Enfin, il y a plein de musulmans qui respectent l'égalité homme-femme. Il y a encore des progrès à faire. Vous généralisez un petit peu, là. Bien évidemment. Disons le salafisme, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, mais enfin, Bon. tous les musulmans ne sont pas salafistes quand même, non, parce que si on évidemment, commence non. à avoir cette vision de la société française... Est-ce que j'ai dit ça? Non, vous dites ça. dans J'ai pas l'islam, dit ça. donc c'est pour ça. Les termes sont importants. L'islam radical, bien entendu, c'est de cela dont nous parlons. Bon. Donc c'est bien cela, et ça c'est un principe fondamental de notre République, que l'égalité homme-femme. Après, il y a des différences de salaire, vous avez raison. Il y a beaucoup qui a été fait, mais pas suffisamment. Vous avez raison de dire que le CAC 40 ou les sociétés cotées et l'égalité dans les conseils d'administration, ça reste encore un peu confidentiel. Vous avez raison. Donc il y a des progrès à faire, il ne faut pas le nier. Par ailleurs, vous disiez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes tous radicalisés pour, on emploie beaucoup le mot radical. Bon. Quand c'est une situation avec tous 7 candidats, il faut, c'est vrai, tous radicalisés. Oui. Moi, je vous rappelle qu'en ce qui nous concerne, nous ne proposons pas de nouvelles législations, considérant que nous avons déjà tous les outils pour répondre à la situation actuelle. Je vous rappelle aussi que François Fillon et d'autres... Non, sur le terrorisme, on ne touche pas la sur le... Constitution Et on pour ne touche légiférer pas sur la le déchéance de Burkini, nationalité. comme La déchéance de nationalité, nous avons voté contre. Les textes actuels nous paraissent totalement suffisants. Il suffit juste, de les appliquer. D'accord, donc on ne légifère pas sur le Burkini en Non, tripatouillant la non. Constitution Mais comme le par souhaite ailleurs, Nicolas Sarkozy. le Conseil d'État l'a jugé. Le Conseil d'État a impossible. déjà jugé cela. Je pense que ce soit au cœur Sauf erreur de du ma part. projet que porte Ça a Nicolas été assez Sarkozy. martelé, Le cette Burkini. nouvelle. Il y a eu À chaque fois qu'il l'a cette sorti, polémique, effectivement, née cet été d'un certain nombre Et de nourrie cet provocations dont on sait maintenant qu'elles ont été orchestrées par un certain nombre de médias australiens, d'officines plus ou moins Provocations pour nombre inféodées limité, à nombre tel. très Tout à fait, limité. tout à fait. Oui, tout à aussi, fait. aussi assez monté en épingle par certains maires, le quand même, projet plutôt politique proches que porte. des Républicains. Pardon. Le projet, Monté en oui, épingle bien par sûr, certains des maires, maires mais des également. maires de gauche aussi. Hein. Je vous rappelle qu'à Cisco, en Corse, pas des maires républicains. enfin, il y avait pas de Burkini à Cisco, en Corse. Oui, bien sûr, sans doute. Enfin, toujours est-il que je ne pense pas Non, il n'y avait pas de Burkini. qu'il faille forcément, au cours d'un débat, ici à Mediapart, tomber dans une extrême caricature visant à concentrer le projet politique de Nicolas Sarkozy et ce qu'il dit sur les valeurs de la République, la laïcité, liberté, égalité, fraternité, égalité homme-femme, à l'affaire d'un vêtement aussi En tout cas, funeste soit ce la vêtement. Constitution ne doit pas Bien être sûr. instrumentalisée pour stigmatiser les uns ou les autres. Ne touchons pas au texte fondamental pour des choses Le aussi problème est sensibles. qu'on sert un peu de nouvelles lois ou de réformes constitutionnelles comme de tracts Ouais. pour faire de la com. Et ça suffit. Qui, Nicolas Sarkozy, fait ça? En général. Bah non. Mais non, Je mais pense que pourquoi c'est Nicolas effectivement, Sarkozy Parce non. que c'est Bah, lui qui qui propose parle des de faire des référendums, c'est vrai. référendums. Il parle des référendums. On a bien vu, Il parle et on le il voit. propose Moi, deux je pensais à référendums. François Hollande, pas Nicolas Sarkozy. Quand on fait la déchéance de nationalité et qu'on veut la constitutionnaliser, tout en disant à certains journalistes de vos confrères qu'en fait, il est contre, mais on fait de la com. Il n'y en a pas besoin pour faire du droit et donc Surtout avec la Constitution. de la sécurité. Il n'y a pas besoin. Et on a pris l'habitude, c'est un phénomène global, je vous assure, je ne pensais pas en particulier à tel ou tel, c'est un phénomène global. Quand on ne sait pas répondre à une question ou qu'on ne sait pas y répondre tout de suite, on se dit, tiens, on va faire un projet de loi et on écrit sur le sujet en faisant comme si on inventait quelque chose. Et ça dure des mois, des mois et des mois, dure et ça des mois énerve pour tout le rien. monde. Pour rien. Madame Oui, Keller. l'affaire de la déchéance de Il ne faut pas qu'on nationalité retombe dans ce était travers-là. inutile. Alors sur ce point,
on voit bien l'importance de la fonction de chef d'État, malheureusement terriblement dépréciée par François Hollande. La Constitution, c'est un socle commun, on y touche avec la main tremblante. Elle fixe des principes, c'est la loi, et parfois simplement l'action concrète de l'État dans sa mise en œuvre par les différents agents qui doit protéger les Français. Sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, je crois qu'on est tous d'accord sur l'objectif. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Le plafond de verre, dans l'entreprise, dans le monde politique, partout, ça reste une réalité. Vous rappeliez les pourcentages d'écart de salaire. S'agissant de la confusion avec le culte musulman qui a été faite tout à l'heure, pour ma part, je regrette la réduction très forte qu'a appliquée Madame la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, au dispositif des internats d'excellence. C'est ce qui permettait de désigner des enfants qui travaillent bien, de les accompagner, de les révéler comme exemplaires dans leur quartier, puis de les accompagner pour qu'ils aient plus de chances pour réussir leur parcours et être demain un exemple dans leur quartier. Je ne comprends pas pourquoi cette réalité, ce soutien républicain qui aidait beaucoup de jeunes filles, parce qu'elles réussissent très bien dans les quartiers, jusqu'à 16 ans, sauf qu'elles disparaissent dans les établissements scolaires quand elles grandissent. Pourquoi ce dispositif a été mis à bas? Sur la religion musulmane, moi je viens d'une terre concordataire, où les règles sont napoléoniennes. Napoléon, il y avait d'Alsace, voilà, c'est l'Alsace et la Moselle qui sont concernés. Napoléon, il a rédigé le concordat avec les catholiques, puis il a fait des décrets avec les protestants, puis avec les juifs, organisant la religion. On a bien ce sujet-là aujourd'hui avec la religion musulmane. Il est souhaitable d'avoir une bonne organisation de celle-ci afin que la République, les ministères, les administrations aient des interlocuteurs. Qu'on organise ce qui relève qu'on organise ce qui relève du champ cultuel et ce qui relève de la République. C'est ainsi qu'Alain Juppé fait une proposition concrète, un code de la laïcité, une organisation améliorée de la religion musulmane. Il y a un embryon, le Conseil, on connaît toutes ses faiblesses, il y a des rapports sur le sujet. Islamique. Mais il ne faut surtout pas analyser globalement les personnes qui sont musulmans, ce sont des citoyens de la République française. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante à leur sujet de l'Institut Montaigne. On voit qu'il y a des attitudes différentes et que pour une très grande majorité d'entre eux, ils respectent les règles de la République et ils sont habitants, parents, professionnels, investis. Donc c'est ce regard-là qu'il faut porter sur eux et ne pas uniquement les regarder à travers la religion, mais il faut être ferme avec ceux qui ne respectent pas les lois de la République et porter un certain nombre d'exigences. C'est vrai que pour les plus radicaux d'entre eux, l'égalité homme-femme n'est pas pratiquée et cela n'est pas admissible dans les règles de la République française. Alors on va changer un tout petit peu de sujet pour parler de l'exercice de la primaire en tant que tel. Il y a un petit sujet qui monte depuis quelque temps. Qui repose sur l'idée, le fantasme, que sais-je, d'électeurs de gauche qui viendraient voter les 20, voire le 20 ou le 27 novembre, voire les deux. Alors c'est un sujet qui inquiète Nicolas Sarkozy. On ne sait pas bien en fait si... Qui inquiète Nicolas Sarkozy, c'est votre interprétation. Justement, je termine. Vous trouvez qu'il a l'air inquiet Pas sûr. Bon, d'accord. Il a l'air inquiet, je vous confirme. Il a l'air très inquiet, même Nicolas Sarkozy. Alors, je vais simplement terminer. Peut-être n'est-il pas inquiet. En tout cas, c'est quelque chose. C'est un chiffon rouge qu'il agite, peut-être même pour mobiliser ses troupes, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est allé un pas de plus en avant dimanche dans une émission sur C8, je crois, en disant « Je ne crois pas aux hordes d'électeurs de gauche et du centre qui viendraient voter les 20 et 27 novembre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette primaire, elle s'appelle bien la primaire de la droite et du centre. Elle est bien ouverte. Bien sûr, tout le monde est amené à voter. Absolument. Tous les Français pourquoi, dans ce cas-là, essayer de resserrer le corps électoral? Il n'y a aucune volonté de resserrer le corps électoral. Ça serait d'ailleurs parfaitement impossible. Et donc, il n'y a aucune raison d'imaginer que l'entourage de Nicolas Sarkozy ou Nicolas Sarkozy lui-même serait en train
d'échafauder des stratagèmes pour resserrer le corps électoral. Alors, c'est la en quoi ça primaire l'embête de la droite et du centre, telle qu'elle a été forgée, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été approuvée par une écrasante majorité d'entre nous, puisqu'on a fait tout un processus d'écriture d'une charte, de règles, etc., etc. Il s'agit de la primaire de la droite et du centre, dédiée à celles et ceux de nos compatriotes qui veulent s'engager pour participer à la désignation du candidat ou de la candidate qui porteront les valeurs, le projet et le message de la grande famille politique de la droite et du centre. Ils sont pour l'alternance. Et qui sont, voilà, vous m'ôtez les mains de la bouche, qui partagent donc les valeurs républicaines de la droite et du centre et qui sont prêts à s'engager pour l'alternance en 2017. Donc, y compris des gens qui auraient voté François Hollande en 2012 et mais qui aujourd'hui personne ne vient demander aux gens quel est leur pédigré et quelle est leur façon. Simplement, nous voulons de la loyauté. Dans la mesure où il y a cette, je termine, écriture très réfléchie qui a été faite des modalités de la primaire de la droite et du centre, et qu'il y a notamment, à l'instar de ce qu'avaient fait les socialistes il y a 5 ans, la signature d'un document où on s'engage à respecter et à adhérer aux valeurs républicaines de la droite et du centre et à vouloir participer à l'alternance, il est évident qu'il faut qu'il y ait, je dirais, de la loyauté et de la clarté dans l'engagement des uns et des autres. Mais c'est tout ce qu'on dit, rien d'autre. Est-ce que, du coup, Alain Juppé ne serait pas loyal en appelant aussi les déçus du hollandisme? Alors, d'abord, l'objectif, c'est l'alternance pour nous tous. Hein. On est tous ensemble le 27 au soir. Pour gagner, il faut faire un meilleur score qu'en 2012. Donc, il faut aller chercher des gens qui ont voté autrement il y a quelques années. Premier point. Deuxième point, je crois que c'est surtout François Hollande qui invite les électeurs de gauche à ne pas voter pour Alain Juppé. Ah oui, et d'ailleurs, nous profitons de notre remarqué présence ici pour expliquer, y compris aux sarkozystes, que Edoui Plenel n'a pas appelé les électeurs de gauche à aller voter, parce que c'est un élément de langage qui revient depuis quelques semaines, donc ça n'a jamais existé. Voilà, écoutez, donc je crois que l'élément de langage n'a pas été Éric transmis. Woerth l'a dit sur France 2. Pas par vous, voilà, bien sûr, non, mais voilà. par d'autres. Franchement, moi, je n'ai Donc pas c'est plutôt reçu d'élément de François langage. Hollande qui, souhaitant choisir celui qui peut-être serait en face de lui s'il est effectivement candidat, recommande de ne pas voter Alain Juppé dans un courrier qui a circulé et publié hier. Sur le fond, je voudrais reprendre ce qu'a dit Constance. On demande aux électeurs de signer une charte. J'adhère aux valeurs de la droite et du centre. C'est chacun, en son âme et conscience, qui décide de signer cette charte. C'est un acte solennel, ce qui lui permet de participer à la primaire. Et tous les Français sont bienvenus et on les encourage à participer à ce grand moment de démocratie qui pour nous est une chose nouvelle dans l'organisation de notre mouvement, mais qui se révèle être un moment de discussion, de débat et plutôt de qualité. Bien sûr. Philippe Houillon. Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. Vous avez bien dit les choses. C'est une primaire ouverte. Point. Alors, c'est la primaire qui aboutira à désigner le candidat de la droite et du centre, mais c'est une primaire ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut y aller. Voilà, c'est tout. La règle est fixée. Elle sera donc appliquée. Personnellement, je ne suis pas certain qu'il y ait des meutes d'électeurs de gauche qui viendront signer l'adhésion aux valeurs de la droite et du centre. On en entend quelques-uns, c'est vrai, qui viennent dire la gauche ne sera pas élue en 2017, nous avons perdu, c'est les plus lucides d'entre eux, nous avons perdu, et quitte à faire, eh bien, autant que nous puissions choisir, puisque c'est celui ou celle qui sortira de la primaire le 27 novembre, qui probablement sera élu président de la République, autant qu'on puisse le choisir, puisque même, et c'est ceux de gauche donc, qui ont voté François Hollande précédemment, et qui, je me répète, parmi les plus lucides, savent bien que François Hollande ne sera pas réélu, et donc on cette démarche, mais c'est très, très, très marginal à mon avis. J'aimerais quand même qu'on s'interroge sur pourquoi en est-on arrivé là à organiser cette primaire. Parce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle est une élection à un tour, plus à 2 tours, à un tour, puisque tout le monde sait, sauf catastrophe dans les sondages, que Marine Le Pen sera présente. Oui, enfin, ce ne serait pas une Pas une catastrophe. Ce serait pas forcément une En tout cas, catastrophe. non mais je vais jusqu'au bout. Qu'elle sera présente au second tour de la présidentielle. Donc, il n'y a qu'un seul tour au présidentiel. Donc, nous sommes obligés, nous, à droite, de faire un 3e tour avant l'élection présidentielle pour commencer à sélectionner notre candidat. Parce qu'imaginez qu'on parte tous ensemble au premier tour de la présidentielle, ce serait la catastrophe
Parce qu'au second tour, je ne sais pas ce qui se passe pour faire barrage à Marine Le Pen. Vous l'avez fait Donc, aussi par absence de leadership. Au départ, alors c'était aussi prévu pour ça. pourquoi y a-t-il absence de leadership? Parce que depuis 30 ans, Parce que la vous droite... vous êtes déchiré ces dernières années de façon incroyable. Parce que la droite n'a pas de résultat dans sa politique. C'est vrai, on s'est Parce divisé, que déchiré. non, parce que la droite, depuis 30 ans, n'a aucun résultat. Elle a été au pouvoir autant non, que la gauche. on peut pas dire ça. La droite Non, a on été peut au pas dire pouvoir ça. autant que la Ah, gauche. enfin, des points de divergence Depuis entre vous. 40 ans. Et en 20 ans de pouvoir, la droite n'a eu aucun résultat économique. Ah non, Donc on peut pas dire ne ça. soyons pas surpris que le Front National fasse 35% aujourd'hui, parce que les électeurs disent, droite ou gauche, c'est pareil, il y a autant de chômage, autant de déficit, à gauche comme à droite. Voilà pourquoi aujourd'hui on en est réduit à choisir quelqu'un parmi nous, parce que plus personne à droite n'a de légitimité automatique, parce que nos résultats à droite comme à gauche sont en dessous des espoirs des Français. Je pense que c'est quand même le diagnostic des de espoirs fond. des Français. C'est et que le peut-être diagnostic de une fond. Si perception on avait réelle, un leader de mais droite qui avait s'autoflageller qui avait un bilan exceptionnel, eh bien on ne se poserait pas de questions, on serait derrière, on aurait confiance en lui pour diriger le pays dans 7 mois. Mais qu'a Le fait fond du Bruno Le problème- Maire pendant 5 ans le alors au fond du gouvernement problème, s'il c'est est aussi qu'aujourd'hui, sévère droite sur et gauche ce confondus, bilan. nous n'avons aucun résultat. Monsieur Hollande, c'est 600 000 chômeurs en plus. Nicolas Sarkozy, c'est 1 million. Donc c'est kiff-kiff. Donc aujourd'hui, les Français ne nous croient plus, ni à gauche ni à droite. On en est réduit à faire cet exercice qui n'est pas naturel. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2022, le candidat présidentiel, ce soit le président qui aura été élu en 2017, qu'il ait un bon bilan et qu'il soit réélu pour continuer. Madame Merkel a été réélue. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un bon bilan. C'est sera tout. compliqué pour Et Alain donc, Juppé, dans ce cas-là. et donc, un seul mandat, c'est une catastrophe parce que dès le lendemain du second tour des présidentielles, on sera à nouveau en primaire pour savoir qui remplacera C'est intéressant le ça, président Fabienne Juppé. Keller. C'est pas naturel, les On sera primaires déjà en primaire. Est-ce que Alors, moi, j'ai envie de dire, 18 peu mai. importe le passé. Je trouve que ces primaires sont une très belle démarche qui nous conduit à parler sur le fond. Ça fait des émissions très sérieuses que certains pourront trouver un peu austères, mais où on parle d'économie, d'emploi, de projets pour la France. Et les Français peuvent juger, analyser. On est dans une démarche très saine, au fond, de choix du meilleur d'entre nous dans un processus démocratique. Le Donc, meilleur c'est une d'entre très nous, bonne oui. idée. C'est une très bonne On l'avait nouvelle. déjà entendu, ça il y a quelques dizaines d'années. Deuxième chose, un seul mandat, c'est bien une puissance, une liberté qu'aura Alain Juppé, qui lui permettra de faire des réformes peu populaires qui auront été choisies par les La Français. guerre de succession S'il commencera est élu. le lendemain de l'élection. S'il est élu, ce sera en fait, c'est ce qui va remplacer des projets éventuels de référendum. Il sera validé dans Fabienne, l'ensemble la guerre de de son... succession commencera le lendemain de son élection. Mais non, si, c'est il logique. y aura un projet, il y aura faut du pas être travail. naïf. Il ne faut pas être naïf. Commençons déjà. Et la l'élection. suite. Essayons déjà de Et des convaincre les traces. Français. Essayons déjà. Un Fabienne projet Keller, sera terminez, monsieur tracé Houillon. pour l'essentiel et il sera mis en œuvre parce qu'il aura été expliqué et parce qu'il sera clair et défini pour les 5 années à venir. Donc réforme douloureuse, vous prévenez les électeurs éventuellement qui ne sont pas de droite, qui voudraient aller voter à la Mais primaire, quand même réforme ce que douloureuse. nous avons commenté tout à l'heure, la réduction du nombre de fonctionnaires, des changements Oui, c'est de douloureux, je vous fiscalité. confirme. Vous ne disiez pas que c'était C'est douloureux, pas mais je confirme que c'est l'alpha et douloureux. l'oméga de la politique économique présentée par C'est l'ensemble de la- notre famille ce sont les républicaine. mesures. Si on s'en tient à une purge d'austérité, je conçois que les Françaises et les Français nous fassent sacrément la gueule. Ce qu'on n'a pas assez dit, je pense, c'est qu'il faut créer un véritable... Pardon, Fabienne, mais là, on peut peut-être tomber d'accord, et ensuite, il y a quelques détails de politique fiscale ou de politique sociale qui nous différencient, mais c'est qu'on a tous envie de redresser la machine économique, de redresser la France et de créer un choc de confiance. Et donc, il faut à la fois, certainement, pratiquer une gestion rigoureuse de nos finances publiques et donc tenter de baisser les dépenses publiques pour baisser le déficit et la dette, mais il faut également baisser les impôts et les charges, puisque Alors, les Français ont été matraqués fiscalement. peut-être pour La conclure- droite, c'est également la baisse Pour des impôts. conclure sur ce Fabienne point, Keller, terminez après des Philippe Pouillon. efforts pour donner Et un une autre espoir, question, un Hélène. formidable espoir, qui est de créer l'emploi. François Hollande, voilà un quinquennat entier qu'il fait souffrir les Français, qu'il a augmenté la fiscalité sur les classes moyennes, 50 milliards. qu'il a désespéré la France et notre jeunesse pour son avenir. Il s'agit d'inverser cela. Ça ne se fera pas très facilement, mais il y a un objectif et des moyens qui ont été réfléchis et il y a une adhésion nécessaire à ce projet des Français. Et c'est toute la démarche de cette primaire dans laquelle on sent bien qu'il y a un engouement des personnes qui viennent écouter, comprendre, partager, participer au projet qui est en construction. Philippe Monsieur Pouillon et après Hélène Selvi pour une Sur dernière les question. primaires, moi, je considère que c'est une plus-value démocratique. Précédemment, on imposait aux Français le choix d'un candidat Il s'impose à l'intérieur d'un parti, et puis il n'y avait pas de choix possible. Non, c'est pas tout à fait ça, je vais y venir. Là, c'est une plus-value démocratique. Évidemment que s'il n'y avait pas plusieurs compétiteurs, le problème serait réglé.
Donc, de ce point de vue, je peux éventuellement rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, à savoir s'il y a un président issu de nos rangs ou une présidente issue de nos rangs qui a un bilan absolument magnifique, probablement que d'autres n'auraient pas envie d'aller le lui contester. Bon, ce n'est pas le cas. Et les primaires sont donc une offre démocratique avec une plus-value pour la démocratie, me semble-t-il. Mais la vérité, pour rebondir sur ce que disait Fabienne Keller, c'est que maintenant, assez parlé. Il faut faire maintenant. Il faut faire les choses. Et les faire complètement, pas à moitié. Il faut faire les choses maintenant, tout de suite. C'est ça l'enjeu de cette prochaine élection présidentielle, à mon avis. Je crois que tout le monde est prévenu. Ça correspond aux attentes aussi des électeurs et des électrices de France. Que diable, on est passé du XXe siècle au XXIe siècle. Il y a une aspiration à la participation, à la prise de parole, à l'implication dans les débats. Nous voulons faire de cette primaire, et pour l'instant, la tenue des débats en atteste, la primaire des idées. Les idées, les projets sont présentés, les propositions sont confrontées. Tout à fait. On en parlera dans le troisième fait des primaires plateau. pour des municipales, à droite. Hélène. Dernière question, et pas des moindres. Lors du premier débat télévisé organisé par TF1, Le Figaro et RTL, il y a eu un petit moment entre l'apport et le dessert, après la publicité, 5 minutes consacrées aux affaires, où on a senti qu'à un moment, là, il y avait une petite motivation de chacun. Et alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on avait donc un Bruno Le Maire qui propose que seuls les candidats au casier vierge puissent prétendre aux plus hautes fonctions de l'État. On avait un François Fillon qui expliquait qu'il n'avait jamais demandé au secrétaire général de l'Élysée de taper fort sur Nicolas Sarkozy. Et on avait une espèce de bagarre entre est-ce que c'est mieux d'être condamné ou mis en examen. On rappelle, Nicolas Sarkozy est doublement mis en examen, notamment pour corruption et financement illégal de campagne électorale. Il a un casier judiciaire vierge. Et il n'a pas eu 5 non-lieux, comme il l'a affirmé pendant le débat. Voilà. Hein. Et Alain Il a eu Juppé de a été nombreux condamné... Deux. Deux non-lieux. Pas 5. Et Alain Juppé a été condamné en 2004 pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de Paris. Il a été fréquemment interrogé sur cette question. Plus généralement, la primaire, ça sert aussi à redonner envie aux Français de renouer avec la politique, de se réengager. Est-ce que quand on a un tel casting, ça donne envie de croire en la politique? Écoutez, moi je suis clair. Moi je soutiens Bruno Le Maire parce que j'ai 40 ans. 41 ans. Ça fait 40 ans que je vois les mêmes à la télé. Bruno Le Maire, il n'a de compte à régler avec personne. Il n'a de revanche à prendre sur personne. Et j'ai pas envie de passer les 6 mois qui viennent en campagne présidentielle à me justifier sur le passé ou le passif des uns ou des autres. Avec Bruno Le Maire, je ferai campagne en allant de l'avant. Et quand je rencontrerai les gens, on ne me dira pas « mais ton candidat ceci, ton candidat cela ». C'est pour ça que je suis parti avec Bruno Le Maire, pour aller de l'avant, pour oublier les 40 années passées, 20 ans à gauche, 20 ans à droite, où on a eu des résultats qui ont été désastreux, et pour commencer vraiment une nouvelle génération d'hommes politiques et de femmes politiques qui pourront nous proposer autre chose sans qu'on se justifie tous les matins. Alors, parole à la défense, donc, Constance Le Grip, hein, Nicolas Sarkozy. C'est beaucoup dire. On mais doublement. On rappelle quand même, on rappelle le pédigré. On rappelle vite fait le pédigré. On vous donne la parole, après on terminera par Philippe Pouillon. Doublement mis en examen, Nicolas Sarkozy, notamment pour corruption, trafic d'influence, financement illégal de campagne électorale. L'engagement en politique, cela implique d'être clair, d'être franc et d'être particulièrement impliqué dans les propositions, le projet, les valeurs que l'on met sur la table et avec lesquelles on veut entraîner l'adhésion des Français. Je pense que Nicolas Sarkozy a un parcours, des qualités, des compétences et une expérience qui font que chacun lui reconnaît un très fort degré d'engagement et une forte envie de continuer à servir. Mais la vie politique, c'est ça. La vie politique, c'est affaire d'engagement, d'implication, tout à fait, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est le projet que l'on propose aux Français, ce que l'on veut construire ensemble avec les Français. Un travail collectif, un travail de rassemblement de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés. Il n'y a pas de leader maximum. Qu'est-ce qu'on fait de cette image-là d'un ancien président mis en examen 2 fois, notamment pour corruption? On en fait quoi devant les Français de cette image-là? Eh bien, on reconnaît qu'il n'y a pas beaucoup de justiciables français qui aient été autant interrogés,
soumis à interrogatoire, scruté, poursuivi par la vindicte de tel ou tel magistrat ou de tel ou tel. Eh bien, je vous pose la question. La justice est acharnée sur Nicolas Sarkozy ? On peut, je crois, à certains égards, pour certaines affaires, parler effectivement d'acharnement judiciaire. Il faut quand même reconnaître que beaucoup des affaires dont on a voulu tout au long du quinquennat précédent et vers la fin de son quinquennat et aussi pendant la campagne de 2012 l'encombrer et sur lequel, avec insistance, revenaient beaucoup de médias, beaucoup de commentateurs et beaucoup d'autres acteurs, ont progressivement dégonflé, ont fait pchit. Voilà. Enfin, pas tout, il y en a quand même un certain nombre. Et il y a plus d'une trentaine de ses proches qui sont mis en examen actuellement. Il faudrait savoir exactement pourquoi. Ah ben on a là, on a fait un papier, la Sarkozy, vu le code pénal, 32 personnes mises en cause, c'est sur Mediapart, vous verrez, il y a toute la liste de tout le monde. Alain Juppé, condamné à 14 mois de prison avec sursis, 1 an d'éligibilité en 2004 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il a dit, en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir, voilà. Vous l'avez dit, il y a aussi la question de son âge, c'est quelqu'un qu'on a vu depuis longtemps, mais sur la question du casier judiciaire. Alors, Alain Juppé a été condamné, mais la justice dans le même temps, la Cour d'appel a souligné qu'il n'y avait aucun avantage ou enrichissement personnel. On peut rappeler que sa condamnation date d'une période où il n'y avait pas de règles pour le financement des partis politiques. Il a payé, il est parti pendant 1 an au Canada. Aujourd'hui, il revient, voilà, il a payé, comme c'est la règle quand la justice a dit le droit. Il se présente tel qu'il est aujourd'hui, avec ce vécu, cette expérience, qui d'une certaine manière l'a transformé aussi. Hein, il est revenu différent du Canada, mais avec aussi voilà, l'homme neuf qu'il est devenu. Vous dites son âge ? Oui, l'homme neuf. Avec son âge, vous savez, Alain Juppé, comme beaucoup de Français, a vécu une terrible épreuve. Et quand on est le genou à terre, pour des raisons professionnelles ou personnelles, et qu'on se relève, on est plus fort. Parce qu'on sait pourquoi on s'engage. Il a été renforcé dans sa volonté de servir la France. Et dans cet objectif unique, moi qui le côtoie chaque semaine, hein, de très près, je peux en témoigner. Son objectif unique, c'est dans 5 ans d'avoir redressé la France, de l'avoir remis sur le chemin du plein emploi, d'avoir refait, aussi reconstruit la place de la France dans le monde. Et de ce point de vue-là, son âge, son expérience, on le voit dans les relations internationales, est un véritable atout. Monsieur Houillon, sur les affaires. Pour conclure, on va arrêter après. Moi, je vais être un peu sec, puisque, comme vous le savez, François Fillon n'a jamais vu son nom associé à quelque affaire que ce soit, en un nombre d'années d'exercice politique important. Donc, voilà. Je pense qu'il a la réputation... De quoi, qu'il n'ait pas eu d'affaires ? Non. À mon avis, non. À mon avis, non. Est-ce que c'est un problème pour un homme politique d'avoir des affaires... Écoutez, vous savez, moi, j'entendais ce que vous demandiez à Constance. Moi, je suis avocat et je crois à la présomption d'innocence, de la même façon que je crois à la réhabilitation. Mais il appartiendra aux Français de se faire une idée, une appréciation, compte tenu d'un environnement en général. Hein, je vais vous dire une chose que je ne devrais pas dire. Allez-y. Eh bien, j'y vais. On vous écoute. Oui, moi, en tant que citoyen et en tant que contributeur, comme probablement chacun d'entre nous ici, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé vraiment dans l'affaire Big Malion. J'aimerais bien le savoir. On est nombreux, oui, je crois. Voilà, j'en sais rien. À ce jour, j'en sais rien. Hein, on m'a demandé des sous que j'ai donnés, j'en sais rien. Bon. Vous avez eu quelques indices avec des reportages récemment. Mais encore une fois, moi, je juge personne. Hein, parce qu'il y a une présomption d'innocence, parce que c'est vrai qu'il y a eu des non-lieux s'agissant de Nicolas Sarkozy, mais enfin, il n'y a pas que lui, etc. Bon, voilà. Donc, il faut restaurer à cette fonction présidentielle, et tu le disais aussi, une dignité. Voilà. Donc après, on ne peut pas condamner quelqu'un qui ne l'a pas été, judiciairement. Bon, ça, on ne peut pas faire ça. Après, il y a des choses qui reviennent. On sait bien, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, il y a des reportages, comme vous le rappeliez, dans votre support ou dans d'autres, il y a des reportages, etc. Bon, les Français se feront une idée, et puis voilà. Mais on ne peut pas parler d'affaires tant qu'il y a pas d'affaires. On ne peut pas parler de condamnation parce qu'il y a la présomption d'innocence qui s'applique. En tout cas, en ce qui concerne François Fillon, non, je ne regrette pas qu'il n'ait jamais eu d'affaires. Dans la primaire, ça crée une ambiance délétère, vous avez l'impression ?
dans la primaire et puis chez les Français. Les Français se disent, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes et puis il y a des affaires qui reviennent régulièrement. Quand est-ce qu'on va passer à autre chose ? Quand est-ce qu'on va enfin avoir une classe politique qui assume ses erreurs, qui assume ses faiblesses et qui essaie de ne pas toucher à ce qui brûle ? Voilà, tout simplement. Et moi, je m'engage derrière Bruno parce que je sais, je le connais, ça fait 4 ans que je suis aussi avec lui toutes les semaines, tous les jours. Et ben, je n'ai pas l'impression qu'il soit attiré par ce qui brûle, tout simplement. Et c'est ça qu'il me fallait chez Bruno Le Maire. Merci à tous pour ce Merci à débat vous. Merci à vous. riche, intéressant, musclé parfois. Merci. C'était bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, merci à toutes. Merci Hélène.